Bien, bonjour à tous. Pour cette table ronde intersystème, première table ronde de la journée, où nous allons aborder le dossier patient informatisé. Quels enjeux aujourd'hui et demain pour une prise en charge du patient optimisée? Nous aborderons les thèmes du déploiement, de la conduite du changement, des impacts organisationnels dans l'établissement et auprès des professionnels de santé. Et nous aborderons des thèmes aujourd'hui qui vont devenir importants demain sur l'intelligence artificielle, quelle place dans les systèmes d'information de santé, les portails patients, les portails professionnels de santé et la santé populationnelle. Pour cette table ronde, donc je me présente, Virginie Larocque, experte solutions santé intersystème. Et je suis accompagnée aujourd'hui de l'IUCT, l'Institut universitaire du cancer de Toulouse. Et j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Véronique Flanzy, directrice médicale des systèmes d'information et de la e-santé. Bonjour. Monsieur Denis Janel, directeur des systèmes d'information et du numérique. Bonjour. Et enfin, le docteur Hervé Rivière, directeur médical chez Intersystème. Alors, une première question tout d'abord. Qu'est-ce qui vous a poussé à déployer un nouveau système d'information de santé, un nouveau DPI? Tout simplement l'obsolescence du système d'information précédent avec un DPI déjà très informatisé historiquement sur le centre Claudius Regaud. Et puis une nouvelle étape avec le passage de l'Institut Claudius Regaud en autonomie à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse. D'accord, je vais parler encore un peu plus fort et un peu plus près pour qu'on m'entende bien. Donc un système historique, un système informatique historique basé sur la suite Quadrate et vraiment la volonté de passer à une autre génération de DPI et un renouvellement nécessaire par le changement aussi de dimension de Claudius Regaud qui déménageait sur le site de l'Oncopole et avec une forte adhérence avec le CHU, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Alors, le déploiement d'un DPI est toujours un challenge. Comment l'avez-vous abordé? Déjà, ça a été vraiment pris en charge par toute la direction. Ça a été un vrai projet d'établissement. Dès le choix du logiciel, des groupes de travail avec des fonctionnels, avec des utilisateurs, avec des personnes techniques. Et ça tout le long de la conduite du projet, du déploiement et aujourd'hui encore. C'est clairement un projet à la fois de longue haleine et qui implique tout l'établissement. Donc comme le disait Véronique, ça a été pris comme un projet d'établissement, un projet très structurant avec un appui fort de la direction générale et des médecins et de la communauté médicale. Et effectivement, c'est un projet qui n'est pas terminé aujourd'hui et sur lequel on a encore beaucoup de forces vives impliquées tant côté IUCT que côté éditeur. Oui, c'est vrai que ce qu'on constate, nous, en tant qu'éditeur professionnel de santé, il est extrêmement important que la direction soit impliquée d'emblée, soit engagée dans le projet, à la fois donc, de direction côté IUCT ou côté structure hospitalière et direction côté éditeur, et que soient mises en place des équipes qui sont prêtes à travailler avec l'identification d'un certain nombre de référents, par exemple aussi dans divers domaines pour pouvoir avancer sur le projet, que le projet soit clairement identifié et qu'il soit aussi qu'il y ait une communication autour de ce projet. Ce qui a été très structurant au niveau de la conduite de projet, c'est dès le départ, des personnes de métier ont été détachées de la production pour venir travailler au sein de l'équipe et monter l'intégralité du projet. Donc ça a permis aussi de faire un recensement de nos pratiques avant le changement et c'est ça qui est aussi important. Et donc ces personnes fonctionnelles qui avaient une expérience, qui étaient dans la maison depuis longtemps et qui ont été détachées de leur métier premier, ont travaillé aux côtés des développeurs et aux côtés de l'éditeur pour préparer l'implémentation. Et on voit aujourd'hui qu'on y est toujours.
et qu'on a besoin de cette double partie, autant fonctionnelle que développeur et que éditeur, même 2 ans après le déploiement. On voit donc l'importance des équipes, en fait, du choix des équipes et de leur relais auprès des utilisateurs. Quelle est l'organisation que vous avez mis en place? Comment vous avez géré l'accompagnement? Et quels seraient les facteurs clés, en fait, pour un démarrage réussi de ce point de vue-là? Alors, pour le démarrage, en fonction des métiers, on avait différentes organisations. Donc au niveau des médecins, on avait identifié ce qu'on avait appelé des ambassadeurs. Donc par spécialité, on avait les ambassadeurs des chirurgiens, des radiothérapeutes, des oncologues, voilà, toutes les spécialités qui sont dans notre établissement. Au niveau des soignants, on avait des référents. Au niveau de tout ce qui est assistante médicale, tous ces métiers qui sont en support, on avait aussi des référents. Et ces personnes-là ont eu des formations sur 2-3 jours. Donc en fait, étaient plus formés que les autres utilisateurs, puisqu'on a fait un déploiement en Big Bang. Donc du jour au lendemain, c'est ce qui a été très compliqué aussi. Du jour au lendemain, on a déployé sur tout l'établissement, pour tous les patients. Et toutes les briques du DPI. Donc on avait vraiment besoin d'avoir ces relais de terrain. Il y avait aussi une très forte intégration entre l'équipe fonctionnelle que vient d'évoquer Véronique et l'équipe technique, parce qu'en fait, d'un point de vue localisation géographique au sein de l'établissement, on était pratiquement pas dans les mêmes bureaux, mais en tout cas dans les mêmes couloirs, et en tout cas toujours associés les uns et les autres aux différents ateliers qu'elle vient d'évoquer, ce qui fait que l'information circulait très rapidement entre les fonctionnels, l'équipe informatique et l'éditeur. Et ça, c'est clair que c'est un élément fort encore aujourd'hui d'avancée et de bon succès dans l'avancée de ce dossier. Le deuxième élément, pour compléter ce que disait Véronique Flanzy à l'instant, c'est qu'on a associé les utilisateurs dès le début, dès la phase de l'appel d'offres. Il y a eu beaucoup d'ateliers au cours de l'appel d'offres qui était un dialogue compétitif. Et dans le choix de l'outil, les utilisateurs étaient aussi associés. Et ça a été un élément qui nous a permis d'avancer sereinement, le plus sereinement possible en tout cas, une fois que le choix a été fait et qu'on était en mode déploiement du DPI. Et ça, c'est un élément effectivement majeur et sur lequel nous on insiste côté éditeur, d'avoir des relais dans les services, favoriser la communication, avoir ce que vous appelez des ambassadeurs, donc vraiment des référents qui sont ou des super utilisateurs, on peut les appeler aussi comme ça, qui ont formation complémentaire et qui sont capables de démultiplier cette formation aussi et surtout aussi, et ça c'est un élément qu'il faut prendre en compte, capable de remonter les difficultés que peuvent avoir les utilisateurs dans l'utilisation de la solution pour mettre en place aussi des mesures correctives. Parce que c'est un élément majeur aussi d'adoption de la solution, la possibilité qu'on a d'avoir ce contact avec les utilisateurs, d'avoir ces relais avec les utilisateurs pour vraiment corriger un certain nombre de choses ou identifier les mésusages de la solution et leur donner des clés pour mieux utiliser cette solution. Et puis au moment du déploiement, on a aussi eu une forte implication de l'éditeur à qui on avait mis à disposition sur le site une salle, une ligne dédiée, téléphonique. Je ne sais plus combien il y avait de personnes, mais on a été très nombreux sur tout le démarrage à être vraiment sur site et aux côtés des utilisateurs. Alors, maintenant que la solution est en production, il y a des évolutions régulières sur la solution. Vous êtes aussi très impliqué dans le club utilisateur. Aujourd'hui, comment voyez-vous ces missions, ces objectifs de ce club ? Aujourd'hui, le club utilisateur permet des retours d'expérience, permet des échanges sur nos pratiques, permet surtout de pouvoir échanger sur l'appropriation et l'organisation humaine en fait, qu'on déploie les uns les autres autour de l'outil, parce qu'au final, ce n'est qu'un outil qu'on utilise dans notre quotidien. Et c'est vrai qu'après ces années Covid, on a eu beaucoup de visio. Récemment, il y a eu un dernier club qui a été organisé en présentiel. Faute de grève, on n'y était pas tous, mais ça a quand même permis beaucoup d'échanges. Et je pense qu'il faut
il faut qu'on arrive à mixer entre du présentiel et des visios pour arriver à échanger sur nos pratiques et à pouvoir tous monter en compétences. Après, ces clubs utilisateurs, ils sont très importants pour nous parce que ça nous donne aussi des relais. Et en dehors des clubs, ça nous donne un réseau pour s'appeler, pour voir comment on a géré telle ou telle problématique ou tel mésusage. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Je crois que le collectif est indispensable dans nos métiers, comme sans doute dans beaucoup. Je suis un homme de réseau depuis tout le temps, à la fois à travers d'associations professionnelles ou à travers des clubs utilisateurs aussi qu'on vient d'évoquer. Donc je confirme et j'appuie complètement ce que vient de dire Véronique. Le partage d'expérience, le partage de réussite et de difficultés, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer plus vite et d'être plus efficace. Une deuxième composante aussi des clubs utilisateurs, c'est d'être un relais et une force de discussion avec l'éditeur. Donc très clairement, à partir du moment où on est 4, 5, 12 ou 50 à dire la même chose sur le produit, à faire des demandes de correction ou d'évolution, on n'a pas le même poids, on n'a pas la même écoute et on n'a pas le même dialogue tout simplement avec l'éditeur. Et ça, c'est aussi important de le souligner dans le cadre du club utilisateur. J'appuie complètement ce que vous dites, Denis. Pour l'éditeur, il est très important d'avoir un club utilisateur dynamique qui fait des propositions, qui remonte les difficultés, les problèmes, qui aussi relate les succès et puis permet aussi d'identifier un certain nombre de choses sur lesquelles il faudrait probablement dédier un certain nombre de formations aussi ou de nouvelles formations pour les utilisateurs. Et c'est extrêmement important à la fois pour la partie édition du produit, mais aussi sur la partie implémentation et sur le partage d'expériences qui est toujours enrichissant côté hospitalier, mais aussi côté éditeur. Absolument. Alors, justement, par rapport à vos utilisateurs professionnels de santé, comment gérez-vous, vous, en interne, la conduite du changement ? Avez-vous mis des actions particulières en termes de communication, en termes de formation ? Comment vous organisez-vous au quotidien ? Premier point déjà, on est à 2 ans et demi du déploiement, mais finalement l'équipe fonctionnelle qui avait été montée pour le déploiement perdure parce qu'elle est en interface directe avec les utilisateurs et elle a été maintenant pérennisée. Donc c'est vraiment un atout important justement pour ce travail collaboratif avec d'un côté les équipes de développement, les équipes d'infrastructure et de l'autre côté le côté fonctionnel métier. Et ensuite, la communication, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui est quand même le plus compliqué. Et dès qu'on fait un changement, on va se heurter à « mais j'étais pas au courant ». Alors qu'on a envoyé des mails, on a publié sur intranet, on a fait des forums. Bon voilà, apparaître inventif et le plus créatif possible. Je ne crois pas qu'il y ait de solution miracle. Oui, je crois que c'est la multiplicité des outils et des actions, comme vient de le dire Véronique. Il y a eu effectivement des ateliers, il y a eu des mises en place de bacs à sable pour que les utilisateurs puissent venir sur des horaires qui les arrangeaient eux. Il y a eu beaucoup de communication faite, même si ce n'est pas évident de communiquer avec des gens qui finalement sont en poste, parce que la problématique de ça, c'est que les médecins et les soignants sont toujours dans leur production, et les dégager du temps pour faire les formations et pour venir aux présentations de l'outil, c'est quelque chose de compliqué. Lors de la mise en place de l'outil, Véronique évoquait tout à l'heure la présence de l'éditeur pendant plusieurs semaines avec une équipe effectivement très renforcée pendant un mois. Et nous avions mis en place une hotline dédiée, qui n'était pas la hotline informatique habituelle, avec un numéro spécifique et avec toujours quelqu'un au bout du fil pendant les 5 jours de la semaine, qui a perduré pendant très longtemps, parce qu'on l'a fermé il y a pratiquement quelques mois. Donc pendant 2 ans, pratiquement, il y a eu une hotline dédiée aux utilisateurs pour qu'ils puissent avoir les référents métiers de l'équipe de Véronique qui puissent répondre plus rapidement sur ce sujet-là, sur le sujet du DPI, et que ce ne soit pas noyé dans les appels hotline habituels. D'accord, donc d'où l'importance de différents canaux de communication, d'être créatif et toujours présent auprès des utilisateurs. Et qu'est-ce que a apporté en fait le DPI aux professionnels de santé ? Un bouleversement. Au début, un énorme changement parce que quand même, ça a été culturellement très différent de ce qu'on avait. Et aujourd'hui, à 2 ans et demi, on va être honnête, on ne peut pas dire qu'on ait embarqué tout le monde encore dans ce changement.
Mais pour beaucoup, une plus-value dans la prise en charge pluridisciplinaire, parce qu'on a une donnée qui est beaucoup plus structurée, beaucoup plus rangée que ce qu'on avait avant, puisqu'avant on avait un logiciel qui était juste avec des comptes rendus de consultation et un dossier de soins à côté. Donc un apport sur la prise en charge pluridisciplinaire qui, nous, en cancéro, est extrêmement importante. Par contre, la grosse contrainte, c'est qu'il faut un travail très homogène et un gros collectif. Et c'est assez long. Ouais, donc le partage des données, élément essentiel dans une prise en charge pluridisciplinaire. Et oui. Il y a des points importants que vous souhaitez mettre en valeur par rapport à ça? Après, on peut... Je pense que sur le partage d'informations que vient d'évoquer Véronique, on n'a pas encore mis en œuvre toute la valeur ajoutée de l'outil. Je pense que là, on a été pendant 2 ans plus, effectivement, comme elle le disait, sur les contraintes quelque part et sur le côté bouleversement de changement d'outils. Pour autant, nous, on voit poindre les effets bénéfiques d'amélioration de l'unification de la saisie des informations et de partage de ces informations-là. Donc on sein même de l'Institut, on va vers des pratiques beaucoup plus homogènes et donc plus facilitantes sur la prise en charge du patient. Et on voit très bien que ça va ouvrir aussi sur les chantiers qui vont nous occuper, et on va en parler, de l'ouverture vers l'extérieur, que ce soit le professionnel de santé ou le patient, et puis aussi vers un sujet qui commence à nous occuper quand même dans les hôpitaux, qui est l'utilisation de la donnée, du big data et de l'IA. Alors c'est vrai que nous, côté éditeur, on sent bien dans chacun de ces projets-là que le fait d'installer, d'implémenter un dossier patient informatisé, c'est quelque chose d'extrêmement structurant pour l'organisation hospitalière. Ça bouscule beaucoup de pratiques, et il y a une nécessité un peu à marche forcée parfois avec les professionnels de santé d'essayer d'homogénéiser du coup les pratiques. Donc c'est vrai que c'est un élément qui est compliqué à gérer aussi dans ce changement, et nous on est dans l'accompagnement du coup des équipes pour essayer au maximum d'amener de l'adoption de la solution. Et c'est vrai qu'on travaille de plus en plus à essayer de faciliter ce partage d'informations et d'amener des écrans spécifiques pour tel ou tel professionnel de santé ou tel ou tel rôle dans l'hôpital, mais c'est un constant travail qu'il faut toujours remettre un peu remettre en cause en permanence pour essayer de s'améliorer. Donc ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte. Du point de vue du patient, pensez-vous qu'il a conscience, qu'il perçoit une amélioration dans la qualité de sa prise en charge? Je ne pense pas que pour l'instant, le patient en perçoive encore les bénéfices. C'est quelque chose qui se verra vraiment sur le très long terme. Mais dans la qualité de la prise en charge, oui, il y a des bénéfices. Par exemple, nous, on a créé des alertes sur le poids. Donc lorsque le patient est pesé, s'il y a une diminution de poids de plus de 5%, ça va tomber chez les diététiciennes qui vont générer un rendez-vous. Des choses comme ça qui foncièrement améliorent la qualité de la prise en charge. Mais le patient, il est encore loin pour se rendre compte de tout ça. Oui. Aujourd'hui, on veut impliquer de plus en plus le patient dans sa prise en charge. Est-ce que vous avez une vision? Donc on parle beaucoup de portail patient. Comment voyez-vous l'avenir sur ce sujet-là? On voit l'avenir avec des portails, que ce soit pour les patients, mais aussi pour les professionnels. Parce que, surtout en cancérologie, où on a de plus en plus d'ambulatoires, de plus en plus de parcours où le patient reste à domicile, c'est un enjeu qui est très important pour nous. Et grâce à NDPI, avec une donnée structurée, on se dit que ça va être possible par rapport à ce qu'on avait avant. Pour l'instant, on est au début, au balbutiement, mais on voit que plein de portes s'ouvrent pour pouvoir gérer le patient à distance, avoir du scoring sur quel patient on rappelle, quel patient on ne rappelle pas. Et c'est ça qui est important pour nous, parce qu'on est toujours sur des flux tendus de moyens, donc on ne peut pas gérer tout le monde de la même façon. Mais pouvoir prioriser à partir de la donnée médicale, c'est ça l'enjeu de demain, quoi. Oui, je confirme.
effectivement, on est aux prémices de l'ouverture vers l'extérieur. Dans notre appel d'offres, il y avait à la fois le dossier patient informatisé interne à l'établissement et il y avait aussi, on l'avait demandé dès le début, et du coup on l'a acheté avec le même éditeur, un portail d'intégration et d'ouverture vers l'extérieur. Il est clair, c'est un enjeu très fort sur les mois et les années qui viennent. On le voit bien, je discutais encore ce matin avec des collègues sur le salon. C'est un vrai sujet aussi de conduite du changement, parce que ce qu'on a fait avec le DPI qu'on vient d'évoquer il y a quelques minutes, il va maintenant falloir le faire avec des personnes extérieures, que ce soit les professionnels de santé ou les patients. Et ça veut donc dire qu'en termes de communication, de coordination et de conduite du changement, c'est un vrai chantier sur lequel il va falloir investir du temps, des moyens, mais c'est forcément l'avenir. Il va falloir aussi mettre ces projets-là en relation avec les projets nationaux, avec les ENS, avec le DMP, avec tout ce que vous connaissez maintenant fort bien, aussi bien que moi, et avec l'annonce de la stratégie du numérique qui a été faite la semaine dernière. Donc ce sont vraiment de gros chantiers très structurants, mais qui sont inévitables, incontournables pour les hôpitaux, et en particulier sur des filières très structurées, comme le disait Véronique, sur la cancérologie. Et c'est vrai que sur la partie portail patient, bon, nous on a la chance à la fois de couvrir ces sujets-là et de travailler beaucoup sur la coordination des soins, à la fois entre les professionnels de santé, mais aussi en lien avec le patient. Donc on travaille de portail patient et portail professionnel, et on se rend compte que dans tous les appels d'offres maintenant qu'on a des pays, il y a tout de suite derrière la demande d'un portail patient et de pouvoir justement partager un certain nombre de données avec ce patient. Et ce que vous disiez aussi sur la possibilité de prolonger, je dirais, la surveillance du patient de l'hôpital vers le domicile, et d'avoir des niveaux d'alerte possibles qui permettent de rappeler les patients, sont des éléments qui amènent de la qualité aussi de prise en charge, et la qualité pour le patient lui-même, qui permet de rassurer les équipes qui font sortir finalement le patient de l'hôpital, mais de rassurer aussi le patient, parce qu'il sent qu'il a une surveillance étroite de son état à l'extérieur de l'hôpital. Et c'est vrai qu'on essaie de beaucoup travailler là-dessus, et j'espère qu'on continuera avec vous aussi à avancer sur ces sujets-là. Oui, au sujet de l'ouverture vers les professionnels de santé, donc il y a la médecine de ville bien sûr, mais déjà là aujourd'hui vous partagez des données avec le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Qu'est-ce que ça a apporté comme facilité, j'imagine, d'accès à l'information, de partage de données? Au quotidien, les médecins ont directement accès aux données sans passer par les secrétariats qui s'appellent entre eux, qui se faxent les comptes rendus, qu'on rescanne quand on a le temps. Donc au quotidien, c'est difficilement chiffrable, mais c'est vraiment du gain de temps. Et puis c'est de la donnée qui est sécurisée, parce qu'à partir du moment où elle est envoyée, c'est qu'elle a été validée. Donc ça amène aussi une meilleure sécurisation de la prise en charge de nos patients. Un gain de sécurité, effectivement, et d'être sûr d'avoir toute l'information sur le patient à partir de son DPI en ouvrant vers l'extérieur. Et enfin, une dernière question, les perspectives par rapport à l'intelligence artificielle, à l'analyse de la donnée, la santé populationnelle? Alors, j'étais en train de me dire qu'il manquait un troisième larron, là. On a la directrice médicale, on a le directeur informatique, et il y a le directeur de la data qui vient d'arriver. La gestion de la data et encore une fois de l'intelligence artificielle et du big data est en train de se structurer au sein de l'IUC, mais comme au sein, encore une fois, de tous nos collègues. Là aussi, j'ai échangé avec divers collègues hier et aujourd'hui. C'est un vrai enjeu, et le fait d'avoir un outil, ça rejoint ce qu'on disait tout au début, d'avoir un outil up-to-date, moderne, tant sur le plan fonctionnel et intégration de la donnée et structuration de la donnée, comme on l'a dit, mais aussi sur le plan technique, parce que sur le plan base de données, on a une base de données dont c'est une des forces de ce projet-là, va faciliter le travail de la data, de l'extraction et de l'utilisation de la donnée. Donc là, oui, c'est un vrai enjeu qui est en train de se structurer. On y travaille quotidiennement avec le directeur de la data, qui lui aussi est dans le même couloir que la direction informatique et la direction médicale. Donc c'est quelque chose qui est vraiment au quotidien pour nous, et on a une structuration à 3 qui est en train de se mettre en place, et il va y avoir beaucoup de choses qui vont apparaître. On a déjà répondu à des appels à manifestation d'intérêt ou à des appels à projets nationaux. Maintenant, il va falloir mettre en œuvre cette extraction et cette structuration et utilisation de la donnée. Très bien. Hervé? Oui, c'est vrai que l'intelligence artificielle va amener un certain nombre de solutions pour les professionnels de santé. La complexité, alors si je reviens sur la partie
dossier patient et sur le gros volume de données qu'il y a trié, la complexité, c'est d'arriver à finalement, dans un domaine assez complexe, avec des données très importantes, à simplifier le travail du professionnel de santé, à trier la donnée qui est importante pour lui, à pouvoir la présenter de manière pertinente, et puis lui amener de l'aide à la décision pour essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas pollué en permanence par toutes ces données qui sont très compliquées à lire, et bon, notamment en cancéro, en oncologie. Vous revoyez très souvent les patients, ils ont beaucoup de séances de chimio, de radio, le suivi est compliqué, et donc il faut arriver à vous permettre, je dirais en un seul coup d'œil, d'avoir une vision très, très synthétique et très claire de ce qui se passe pour le patient, et donc d'amener aussi de l'aide à la décision pour pouvoir structurer de plus en plus la donnée, parce que, comme vous le disiez, pour analyser la donnée, il faut que cette donnée soit structurée. C'est ce qu'on essaie de faire au travers de partenariats avec un certain nombre de sociétés, justement avec l'analyse de la voix ou autre, identifier ces données-là et pouvoir les pousser ensuite dans le dossier patient informatisé. C'est aussi essayer d'évaluer les risques, par exemple, de réadmission d'un patient, les risques plus largement en dehors de la cancérologie, de passer dans une maladie chronique pour un certain nombre de patients, donc de stratifier les risques pour les patients, donc d'amener toutes ces solutions-là. Et c'est vrai qu'on en est vraiment au début de ce qu'on peut faire en matière d'exploitation des données et l'utilisation du machine learning et de l'intelligence artificielle. Mais vraiment, nous, notre point essentiel, c'est d'arriver à faciliter le travail des utilisateurs, à fluidifier ce qu'ils peuvent faire auprès du patient et à essayer de leur amener de la vraie valeur ajoutée au travers de l'aide à la décision aussi. Moi, je rajouterais juste pour conclure que, au final, en termes de communication, il ne faut pas forcément dire que l'outil ou que l'informatique va simplifier les choses. En fait, il va surtout mieux les organiser et nous permettre de mieux gérer la donnée et de mieux traiter nos patients de façon plus sécurisée et d'avoir vraiment une meilleure prise en charge. Écoutez, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Non, apparemment non. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.